Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont connectés en direct et puis à ceux bien sûr qui vont regarder cette session un peu spéciale des webinaires de Zest. Donc vous avez une petite présentation sur vos écrans. Si vous ne connaissez pas Zest, voilà. Donc rapidement, Zest c'est une solution qui répond à une mission qui nous anime, nous les 40 collaborateurs de Zest, de répondre tout simplement aux enjeux des organisations en mettant l'engagement au cœur du management, partout simplement et rapidement grâce à la technologie. Et on a le grand plaisir de le faire avec plus de 200 clients de secteurs d'activité très différents. Voilà, donc bien entendu, tout ceci ne serait pas possible sans Zest et notamment par rapport au retour d'expérience que je vais faire aujourd'hui dans cette session un peu spéciale, comme je vous l'ai dit. Alors n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre bien entendu, peut-être pas en direct tout le temps, mais ça sera une promesse que je tiendrai. Donc voilà, je suis David Guillochot, j'ai le plaisir d'être directeur général de Zest. Alors, concernant notre programme de cette management, c'est pas tout à fait le premier Management Tech Show, mais c'est une espèce de tour de chauffe, voilà, de ce que sera certainement Management Tech Show dans le futur, avec effectivement un peu de décoration spatiale pour prendre de la hauteur et se faire plaisir avec des effets spéciaux peut-être un jour à la hauteur des enjeux et des thèmes qu'on abordera, je l'espère. Donc le terme d'aujourd'hui, c'est RH Business Partner de toute l'entreprise. C'est possible, c'est pas un mirage, ça peut être une réalité, ça l'est déjà peut-être en partie dans vos organisations. La question que je vais adresser avec plaisir avec vous, c'est comment y arriver tout simplement en 2023. Voilà, donc j'ai cette mission un peu spéciale de le faire de manière un peu sympa. N'hésitez pas et interactive, n'hésitez pas en tout cas, je vous promets de mon côté, pas trop de bullshit, plutôt des choses qui sont de vraies convictions, des vrais retours d'expérience. Et tout ce qui va vous être présenté n'est pas de la science-fiction, mais c'est tout à fait possible parce que en plus, cette promesse, eh bien, elle est déjà sous la pression du temps, de l'horloge, puisque si on veut impacter 2023, il ne reste plus que 9 mois à peu près. Bien entendu, vous avez certainement vos plans, vous avez certainement votre ligne droite, à peu près, mais elle est un petit peu dans le brouillard, parce que encore une fois, on va avoir une année avec pas mal d'incertitudes, et de toute façon, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, il faut s'y habituer. Moi, mon défi aujourd'hui, c'est de vous présenter des choses concrètes et ouvrir un peu les chakras pour que, en plus de ce que vous avez prévu, peut-être que vous puissiez rajouter des choses ou modifier la manière dont vous allez courir ce sprint de 9 mois pour devenir un business partner. Parce que business partner, ça a toujours été une ambition de la fonction RH. Et quand on sonde les managers, les dirigeants ou même les collaborateurs, c'est clair que vous n'avez pas tout à fait le même avis sur, on va dire, l'atteinte de l'objectif. Et donc, c'est notre mission de vous aider à réduire ce gap de perception par des choses très concrètes qui sont, bien entendu, visibles. Alors, premier point qui me semble vraiment important pour commencer, c'est peut-être de prendre un peu de recul et de se dire, OK, c'est quoi les batailles en 2023 sur lesquelles je dois me focaliser, qui sont peut-être certainement les plus pertinentes. C'est mon avis, n'ayez pas d'être exhaustif, mais c'est un peu des partis pris qui, je pense, pourraient être intéressants pour vous. Alors, ce que n'est certainement, alors j'ai mis en parallèle ce que c'est et ce que c'est pas. Pour moi, les batailles de 2023 sur un périmètre que j'ai choisi. Alors, clairement, voilà, je suis désolé. Pourtant, c'est parfois assez facile, pas si facile que ça quand il y a une réduction budgétaire, mais faire du surmarketing employeur, c'est pas la recette pour être un business partner. En gros, c'est de la fumée. C'est de la fumée qui, en général, s'évapore avec l'expérience réelle. Et donc, il y a des déceptions, des churns, avec des coûts de recrutement, des déceptions de managers qui ont beaucoup investi dans l'onboarding des collaborateurs. Donc, traiter les problèmes à la cause, à la source, traiter les irritants, les freins de l'expérience collaborateur, de l'expérience de vos managers, puisque ce qui se verra, ce qui sera bon à l'intérieur, rassurez-vous, se verra à l'extérieur. Et en plus, vous aurez des clients internes qui sont super satisfaits et des collaborateurs plus engagés.
Un des travers que l'on voit parfois quand on se met un peu la pression en tant qu'RH, c'est de voir aussi le monde en tant qu'RH dans lequel on travaille et d'avoir un peu cependant de dire je vais faire le mieux possible et donc je vais faire le plus RH possible avec du workforce planning le plus poussé, de la gestion des compétences la plus poussée, etc. Donc ça, c'est clairement danger, warning, bim bim. Est-ce que vous le faites pour les gens du business, pour les gens du terrain? Est-ce que vous le faites pas quelque part, surtout pour vous, pour vos comités RH, pour des moments un petit peu plus experts, qui peuvent avoir de l'impact peut-être moyen terme ou de manière stratégique certainement, mais dans les faits, en tout cas dans le côté très concret et très rapide, en général, c'est plus compliqué. Donc ayez ce souci de passer au stress test de toutes vos initiatives. Est-ce que ça impacte le business? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est fait pour mes clients internes? Un autre truc qui vraiment là, parfois m'énerve un peu, et pourtant on est très engagé, c'est le cas de le dire, sur le bien-être au travail, la qualité de vie, c'est le bonheur au travail, la happiness, fantasmagorie. Donc là, non, vraiment, si vous voulez être un business partner, ne partez pas sur des choses philosophiques qu'on peut en plus, et on serait ravis et ça sera certainement des sujets du Management Tech Show, sur lesquels on reviendra avec grand plaisir. Voilà, c'est moins peut-être sexy, moins fumé, mais la performance. Voilà, il faut vraiment remettre, et ça c'est quelque chose de continu, c'est comment l'ARH peut aider à la performance des collaborateurs sur la poste de travail, des équipes collectivement, des organisations par rapport à la stratégie. Et vous avez un rôle à jouer, et on va en parler bien entendu. La technologie, moi, je suis un technophane, il faut être clair. J'ai investi sur des NFT, j'ai été dans les métaverses, on fait de l'IA, enfin, tout ça. Je pourrais vous dire, ouais, investissez sur de la technologie en 2023, c'est ça qui va change the game et vous faire devenir business partner. Eh bien non. Franchement, en 2023, vous avez d'autres chats à fouetter, si je peux permettre, et moins de risques à prendre sur des solutions que vous n'avez encore pas utilisées. Donc, prenez pas de risques, préparez pas de 3 ans ou dans 5 ans, préparez aujourd'hui, demain matin, après-demain pour votre organisation. Et les choses qui sont vraiment, mais vous avez une richesse énorme, c'est les usages des solutions SaaS, dont ça fait partie, mais il y en a plein d'autres. Vous avez en recrutement, vous avez en formation, etc. Vous allez voir que c'est très puissant. Et donc ça, c'est disponible, c'est riche, c'est innovant aussi, et ça peut être très impactant. Donc profitez-en, consommez du software as services. Et puis le dernier point, qui était un sujet d'actualité, c'est la question du retour au travail par rapport aux organisations. Voilà, si l'incantation, c'est de faire 100% en améliorant les locaux, etc., de retour au bureau, vous allez passer à côté de quelque chose qui va être essentiel dans la motivation de vos collaborateurs, dans leur rétention et quelque part dans le fonctionnement de l'organisation de manière pérenne, c'est de ne pas adresser ce nouveau mode hybride qui s'impose pour ceux qui ont la possibilité de télétravailler. Et je ne vous parle pas de la semaine des 4 jours qui se propagent. Voilà, ça c'est un petit peu les choses. Donc il faut faire face à ces nouveaux modes d'organisation plutôt que de se dire, allez, on va vite revenir au mode ancien, avec tout le monde sous la main, en mode très traditionnel. Le monde a changé parce que les gens ont changé. Alors, autre point important, c'est effectivement pour réussir un sprint, la préparation mentale est clé. Et je vous ai proposé 3 points qui me semblent essentiels dans l'état d'esprit, le mindset pour réussir cette course qui n'est pas facile, voilà, mais qui est extraordinairement motivante et qui peut être très gratifiante. Alors, dans le mindset, vos VIP, ce n'est pas les directions générales, ce n'est pas vos collègues RH, c'est le terrain. C'est les gens qui sont en première ligne dans vos magasins, dans vos entrepôts, dans vos usines, dans vos centres de R&D si vous êtes très techno. Et c'est eux qu'il faut surprioriser dans vos plans d'action et dans le niveau de réponse que vous allez faire. HR is a product. Donc, c'est un produit, vos utilisateurs, c'est le terrain en premier. Précisez votre connaissance, votre recueil des besoins, des irritants pour y répondre, comme on le disait tout à l'heure. Les VIP, c'est les populations terrain, parce que c'est elles qui font le business. Voilà, et c'est pour ça, c'est tout simple. L'autre élément, c'est penser plutôt management que HR. Donc, par exemple, quand vous posez la question des entretiens ou de faire des enquêtes, eh bien, posez-vous la question, OK, mes objectifs HR, c'est cela, mais les objectifs de mes managers, quelle valeur ajoutée ça va leur donner? Qu'est-ce que je peux faire pour, en utilisant cette pratique, eh bien, servir les objectifs de management de l'organisation et donc de la performance de l'organisation?
Autre élément à mettre au vert, c'est votre technophilie. Voilà. Bon, ça vous surprendra pas, je suis un petit peu, bien entendu, partial là-dessus, mais on voit qu'il y a vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à vous si vous passez le cap. Et moi, je suis toujours ravi et émerveillé de voir dans les yeux de nos clients, ah, c'est possible de faire aussi simplement les choses. Et ça, c'est déjà vachement important. Parce que la bonne technologie, elle est votre allié. Elle va vous permettre d'offrir une expérience digitale vraiment attractive, y compris avec des applications mobiles. Elle va vous donner enfin accès aux populations terrain, y compris les non connectés, ceux qui n'ont pas d'adresse email. La bonne technologie doit vous permettre de faire des entretiens annuels, des entretiens pro, y compris quand je suis dans un magasin et que je n'ai pas d'ordinateur et que je n'ai même pas d'adresse email de l'entreprise. Elle doit vous permettre, et elle le permet, de faire des déploiements de nouvelles pratiques, de vos rituels, de nouveaux d'écoute, d'entretien, par exemple, en quelques clics. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer le terrain et gérer le changement, mais la technologie vous réduit la contrainte technique au plus simple, à sa plus simple expression. Vous n'avez même pas besoin de consultants, on va dire, techniques, comme c'est en général nécessaire pour les solutions, on va dire, anciennes de type SIRH. Et puis enfin, l'autre point, c'est que vous allez avoir de la donnée en temps réel pour pouvoir agir dessus et justement faire en sorte que vos décisions, vos orientations, vos démonstrations de valeur, quelque part aussi, soient plus indiscutables. Alors, les 4 initiatives à impact business, moins de 6 mois, c'est garanti. Vous travaillez avec nous, garanti, moins de 6 mois, vous pouvez avoir de l'impact. Je vous le garantis personnellement. J'en ai identifié 4 qui permettent d'être business partner cette année 2023. Mieux mobiliser pour augmenter les chances de succès du projet stratégique avec la méthode OKR. On a plein d'exemples de HR qui sont des champions de ces démarches. Donc là, c'est sortir du sujet uniquement politique RH, mais se greffer, d'être un allié sur le succès de la stratégie. Monitorer l'engagement pour faire agir efficacement grâce au Pulse Management. Vous en avez entendu certainement beaucoup parler de ces pratiques de Pulse Management. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin et d'avoir cette approche business partner et non pas seulement que RH. Développer les compétences utiles sans budget. Le reskilling, le développement des compétences clés est vraiment vital en termes de valeur ajoutée business. Mais vous avez des contraintes budgétaires. Donc, comment vous pouvez s'affranchir de cette limitation? Je vais vous le présenter avec les On-the-Job Development Plan. Et puis, enfin, transformer plus rapidement, plus efficacement le rôle des managers, en particulier sur leur dimension de manager-coach dans l'organisation, et qui soient les coachs du succès de l'organisation. Voilà, c'est 4, pas 8, 4. Ces 4 initiatives, je vais vous les décrire rapidement. Alors, sur la première, sur le Pulse Management, les challenges, ils sont là. D'abord, c'est des pratiques, elles doivent être justifiées par rapport à une situation connectée à l'enjeu d'être business partner. 40%, plus de 40% d'efficacité et moins le turnover baisse de 14%, si les salariés se sentent engagés. Donc, vous savez, je ne vais pas vous le expliquer, que l'engagement est un levier formidable, c'est le carburant quelque part de la performance. Et c'est clair que si on regarde les entretiens, les baromètres qui sont faits, climat social, etc., le management, et vous en particulier dedans, mais les équipes plus de proximité, sont dans le brouillard entre 2 baromètres qui souvent se font une fois tous les 2 ans ou tous les ans. Le monde change, l'état d'esprit de vos collaborateurs change, parce qu'il y a une multitude de phénomènes, un plan de la fermeture d'une usine dans un pays, la bourse qui baisse, que sais-je, il y a plein, ou un changement de gouvernance dans la direction générale, il y a plein de choses qui vont impacter positivement ou négativement. Et ça, c'est des choses il vaut mieux savoir quand on pilote l'avion de l'organisation humaine. La solution, elle est super simple. C'est un sondage régulier, c'est pour ça qu'on dit Pulse, prise de pouls, qui peut être trimestriel, biannuel, donc tous les 2 mois, si vous êtes un peu plus véloce, c'est une question de vélocité. Souvent, il faut commencer par le trimestre pour peut-être aller un peu plus vite. L'idée, c'est d'avoir une vidéo plutôt qu'une photo pour mieux piloter, mieux agir. Pas sur 30, 50 questions, clairement, mais plutôt maximum 7 questions. Ton numéro de travail, ton niveau d'engagement, est-ce que tu recommandes l'entreprise,
Est-ce que tu vois des améliorations par rapport au plan d'action qu'on a fait suite au baromètre annuel? As-tu confiance dans l'atteinte des objectifs? Ça, c'est important pour le management. Et puis, on s'est transformé, on a fait de la gestion, on a mis en place un nouvel outil CRM ou je sais pas quoi, une nouvelle campagne de communication. Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, des sujets d'actualité de management. Ça va permettre, en un minimum de questions, d'avoir à la fois le monitoring des KPI de l'engagement des collaborateurs, le suivi, le service après-vente des baromètres sociaux, et puis des sujets qui sont importants pour les managers. Et un client, par exemple, ajoute une question qui est as-tu un sujet à discuter au sein de ton équipe? Voilà. Et donc, ça devient non pas qu'un baromètre de pilotage, ça devient un rituel d'animation, de dialogue pour chaque équipe. Et c'est là où, bien entendu, vous êtes l'espèce de carte graphique qui va accélérer les process de management en les basant sur des informations et donc créer un cercle vertueux, faciliter ce cercle vertueux. Donc ça, c'est la solution du Pulse Management ou RH, voilà, comme vous voulez. J'aime bien l'appeler Pulse Management maintenant pour marquer un peu les esprits par rapport à vos clients internes qui sont en particulier la ligne managériale. Le plan, il est simple. Ça prend vraiment pas longtemps. En plus, on a des templates chez Zest pour créer ce Pulse et préparer le lancement. Un mois. Deuxième mois, vous avez le premier résultat. Donc là, c'est un peu d'accompagnement sur le rituel, sur les premiers plans d'action, comment les managers, un peu les équiper, comment tu animes une réunion pour présenter les résultats de ton équipe, par exemple. Et ça, vous n'avez rien à faire. Enfin, potentiellement, vous n'avez rien à faire. Hein. Les résultats sont en ligne, en temps réel. Il y a même un PowerPoint automatique qui est généré. Donc voilà, donc vous pouvez vous concentrer plutôt sur la gestion du changement, l'appropriation de la posture managériale. Et donc, comme c'est les cycles qui sont tous les 2 mois ou tous les trimestres, en 6 mois, vous allez avoir au moins 2 itérations qui vont permettre de voir les progrès. Donc ça, première pratique qui me semble vraiment intéressante. Deuxième initiative garantie moins de 6 mois avec impact. Alors là, c'est pas un petit dossier parce que la formation, le développement des compétences, c'est un des plus gros sujets dans l'agenda RH, dans les budgets RH. Donc là, la promesse, je me suis mis un peu la pression. Je dirais, sans budget, on peut faire quoi? Voilà. Eh bien, c'est finalement la reconnaissance. Partons de la reconnaissance qu'on peut discuter sur les pourcentages, mais qui est fondamentalement vraie par des études et par, je pense, nos retours d'expérience, c'est que l'apprentissage, ce qu'on apprend, vient des collègues et des mises en situation. Voilà. Pratique, concrètement. Là, je présente quelque chose, je vais me regarder, on va me faire du feedback, et puis je vais certainement le faire mieux lors du prochain MST. Et donc, c'est la loi des 70, 20-10 de la formation, où seulement 10% finalement de la connaissance, du savoir-faire qui est intégré vraiment durablement par les collaborateurs, vient des formations classiques qu'on paye, qui sont lourdes à faire, etc. Surtout dans un environnement où, on a vu que certains ont des vraies contraintes, des vraies pressions économiques et budgétaires. Donc, la solution, elle n'est pas révolutionnaire. Ce ne sera pas ChatGPT ou l'IA qui va vous faire des choses trop compliquées. C'est un dialogue entre le manager et le collaborateur dans cette posture de manager-coach, le manager-coach qui aide à faire grandir. Le manager, c'est plutôt quelqu'un qui doit faire grandir étymologiquement, et moi j'adore cette définition. Et donc, c'est concrètement un plan d'action et non pas que de l'évaluation de compétences. Moi, mon rôle de manager, c'est de faire le point avec toi sur quelles sont les compétences clés aujourd'hui qui vont permettre de développer ta performance, pardon. Et puis, quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire avec le collègue, avec moi, avec toi-même en tant que collaborateur, sans forcément passer par des formations. Et ça, c'est justement ces mises en situation, ces échanges avec des collègues, des mentors, des experts qui va faire les choses. Et j'aime bien la pratique du 3x3, qui est de dire finalement, on doit chacun avoir 3 compétences avec chacune 3 actions de développement dans son portefeuille finalement, dans son plan d'action. Et c'est ça qui va augmenter notre performance et notre employabilité. C'est McKinsey, je crois, qui avait popularisé cette démarche que je trouve assez simple à retenir. Et donc, dans Zest, dans l'outil, par exemple, vous avez cette possibilité de dire, je dois animer des réunions d'équipe en anglais. Ça, c'est très concret. Ça peut impacter ma performance, surtout si je dois convaincre et suivre des Anglais ou des gens qui ne parlent qu'anglais. Et puis, on voit
voit que je vais mettre des actions sur lesquelles il va y avoir des contributeurs. Donc, c'est un objectif collectif. C'est vraiment de la collaboration qu'on va faire. Donc, on le crée. Et puis surtout, on le fait vivre dans le temps. On se fait des feedbacks. Et puis, donc, on voit qu'il peut y avoir de l'activité. Les gens disent, ouais, c'est super ce que tu as fait. Ta première réunion d'anglais, c'était top. Fais gaffe à ça, ça, ça. Et ça peut se faire là-dedans. Comme ça, j'ai mon plan d'action collaboratif. Et puis, à la fin, on fait l'atteinte de cet objectif, bien entendu. La mise en œuvre, elle peut être là aussi très rapide, moins de 6 mois garantie. Alors souvent, ce que l'on fait pour booster bien le démarrage, c'est qu'on identifie quelques compétences très clés qui sont un peu transverses, parfois par secteur, profession, par exemple. Et puis, on va se dire, OK, c'est quoi les actions de développement un peu de base, en tout cas qui peuvent être inspirantes pour les collaborateurs. Par exemple, quand on doit apprendre un nouveau produit, voilà, un nouvel argumentaire sur un nouveau produit, sur les équipes commerciales, eh bien, il y a peut-être de suivre des e-learning, bien entendu, qui sont faits par l'entreprise, mais ça peut être aussi des mises en situation qui peuvent être faites, etc., des activités de mise en pratique. Et ça, on peut un peu le standardiser comme base de départ pour cet échange manager-collaborateur. Donc ça, c'est bien de le faire pour que les gens évitent peut-être de partir de la feuille blanche, au moins sur une compétence. Eh bien, on charge les 3x3, au moins 3x3 par personne pour enclencher les choses et pas partir de la feuille blanche. Le déploiement se fait via la plateforme. On crée un rituel, donc quelque chose qui va permettre de « Hey, toi, collaborateur, prépare-toi » ou toi, manager ou toi, contributeur des plans d'action, prépare-toi pour justement pouvoir avoir un échange qui crée une dynamique. L'idée, c'est pas de le faire dans son coin, c'est le fait que ce soit collaboratif et donc quelque part sociable. C'est ça qui fera que sur la durée, on le mettra en œuvre. Donc voilà, une approche très simple. Ça peut se faire à zéro coût et budget externe, bien entendu, c'est de l'investissement en temps, mais c'est de l'investissement qui va se faire sur des choses qui seront définies comme opérationnellement, concrètement, dans le poste, dans l'objectif de performance, dans le business, eh bien, essentiel. C'était la deuxième initiative à impact business. Troisième initiative, on l'a un peu évoqué en filigrane, c'est ce fameux rôle ou posture du manager coach qu'on veut mettre dans les organisations parce qu'on s'est rendu compte que le command contrôle, le management, alors certains disent à la papa, alors moi qui ai plus de 50 ans, ça me gêne un peu parce que je ne pense pas manager comme ça. Il n'y a pas que les boomers qui sont autocratiques ou directifs. J'en connais des beaucoup plus jeunes qui le sont aussi. Mais il faut faire face à ce double constat que 50% des causes de démission sont liées directement au management. Il n'y a pas forcément que lui qui est responsable, le manager de proximité, mais il en est un acteur. Ça peut être par exemple, mes objectifs ne sont pas clairs. Voilà. Alors bien entendu, ça peut dépendre de la stratégie, mais ça va dépendre aussi de la relation que j'ai avec mon manager dans la capacité à définir des objectifs qui sont clairs sur ce que je fais vraiment, moi à mon niveau. Et puis 48%, quand même, dans une autre étude, montrait que des salariés estiment que la présence du manager n'impacte pas leur performance. Alors là, ça veut vraiment dire qu'on est dans ces situations beaucoup trop souvent dans du command control, reporting, controlling, et pas dans du je fais grandir et j'aide, comme un coach le fait chaque jour pendant un championnat, d'avoir des victoires et de gagner à la fin. Et donc, c'est vraiment ce constat auquel les rituels de management de coach répondent. Et donc, après, question clé, c'est, bon, si vous avez, on peut le faire en 6 mois, si vous voulez mettre à plat l'entretien annuel, on peut le faire, d'accord, c'est possible, pour remplacer l'entretien annuel par 2, 3 entretiens par exemple, dans l'année, avec une autre façon de poser les questions, bien entendu, en plus de celles qui sont absolument nécessaires, mais c'est de faire un peu d'économie, d'enlever des questions qui sont peut-être pas, qui sont un peu trop HR for HR, mais pas assez performance ou empathie avec le collaborateur. Et puis, on peut aussi compléter l'entretien, qui est la colonne vertébrale des entretiens annuels, avec un autre rituel, un peu plus régulier, peut-être un peu plus optionnel dans certains cas, où on va partir du ressenti et puis poser finalement la question toute bête et la discuter en entretien. Comment, moi, en tant que manager, je peux t'aider à être plus performant et développer ces compétences clés que j'évoquais tout à l'heure. Déjà, de poser complètement cette question régulièrement, ça crée ce dialogue. Et ça, dans toute votre organisation, y compris dans les magasins, grâce à la technologie, comme je l'évoquais. Le plan d'action, c'est en gros, si c'est un rituel un peu régulier, c'est normalement, au bout de 2 mois d'initiative, vous avez votre premier rituel qui est un peu en bêta, en
en première vague, et donc vous allez pouvoir faire une deuxième itération et donc faire ce que l'on fait avec nos clients, un sondage à la fin de ces 2 cycles pour dire, toi manager, toi collaborateur, est-ce que tu vois une amélioration? Est-ce que tu sens que les choses t'aident davantage, ton manager t'aide davantage, est-ce que ton collaborateur devient plus performant, plus agile? C'est ça l'indicateur de satisfaction business partner pour commencer, et puis bien entendu plus tard la rétention, la satisfaction client, etc. Quatrième et dernière initiative pour aujourd'hui, c'est un peu le sortir de la zone, on va dire, régalienne des RH pour aller sur la stratégie. Bon, allez, le RH est en comité de direction, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vraiment c'est un acteur qui facilite la définition, peut-être, l'exécution de la stratégie moyennement? Clairement, quand on regarde comment les processus d'entretien annuels sont faits, ce n'est pas l'outil pour déployer la stratégie, hein, surtout qu'ils sont faits qu'une fois par an, ils sont faits plutôt pour gérer un peu des KPI un peu réguliers. Enfin, voilà, donc il y a un vrai sujet si on regarde la manière dont on gère par objectif avec les entretiens annuels et les besoins, les exigences d'une gestion du déploiement stratégique pour réduire quoi? Pour réduire ce qu'on appelle le gap d'exécution qui est de 27%. C'est-à-dire 67%, c'est beaucoup plus. 67% des stratégies, globalement, elles échouent, elles n'atteignent pas leurs objectifs à cause d'une mauvaise exécution. C'est pas forcément la cause, enfin, dans ces cas-là, ce n'est pas à cause de la stratégie qui est mauvaise. Mais c'est un formidable défi de mobiliser une organisation avec des métiers différents, des pays, du nombre, etc., pour passer de la tour de contrôle ou de pilotage jusqu'au magasin, à l'entrepôt, au livreur, etc. Donc, c'est un formidable chantier collectif. Et donc ça, cette problématique de performance collective, de mobilisation du collectif, il y a une démarche qui a fait ses preuves chez les startups il y a très longtemps et de plus en plus dans des secteurs plus traditionnels, qui est la méthode des OKR, Objective Key Result. Et ça, on a des clients RH qui ont été voir le comité de direction, j'en ai entendu parler, je propose ça, ou qui voient un manager qui, tiens, c'est quoi les OKR, qui vont voir et qui disent, tiens, je vais t'aider, je vais t'accompagner dans cette mise en œuvre d'une nouvelle pratique managériale. Et ça, c'est vraiment un moyen d'aller, alors, sans faire du modèle un peu voilà, Ulrich voilà, sur ce que fait la RH, mais c'est vraiment d'être un partenaire stratégique mais pour nous, on va dire business partner. Et vous avez toute la crédibilité pour le faire. Ça va toucher les compétences, les postures, les process de RH, enfin au sens enjeux RH managériaux. Ça va toucher la question de la relation avec les objectifs, on va dire plus annuels ou de performance dans l'entretien annuel. Donc il y a plein de raisons qui font que vous êtes un acteur qui peut être au début, mais en tout cas qui doit être à chaque fois un acteur dans l'accompagnement de cette mise en place qui prend de l'ampleur. Donc la technologie, là, le technophile que vous êtes ou que vous serez, eh bien, il va justement pouvoir utiliser, en particulier Zest, il y a d'autres solutions, mais en particulier Zest, pour, on le voit, formaliser cette déclinaison des objectifs et puis créer les rituels qui vont permettre de manière collaborative de les mettre à jour et de pouvoir les remettre en cause de manière régulière. Et donc, vous êtes un espèce d'assistant sur ce processus, cette capacité clé de déployer, de visualiser le déploiement pour pouvoir corriger le tir, pour pouvoir accompagner une équipe, un département, une organisation qui est un peu en retard ou en difficulté, par exemple. Et ça, c'est la méthode OKR qui peut se reposer sur les rituels que j'évoquais tout à l'heure de manager coach, bien entendu. La mise en œuvre, donc c'est une mise en œuvre un peu top-down quand même, puisqu'on est sur la stratégie. Donc il y a d'abord définir bien la tête, ce qu'on appelle les objectifs, les OKR de tête, hein, c'est en gros les OKR de l'entreprise, et puis de pouvoir créer un cycle d'alignement en disant, voilà la ligne qu'on veut atteindre collectivement, et puis on met le premier niveau des organisations, bon, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous pensez faire pour pouvoir aider à les atteindre, et puis après il y a la deuxième ligne qui est pour moi comment j'aide la première ligne, etc., etc. Donc il y a un phénomène de cascading, d'alignement qui est plutôt très vertueux, et qui n'est pas simplement par silo, qui est aussi de manière transverse, c'est ça l'intérêt, et qui ne doit pas être la reproduction systématique de tous les KPI de gestion d'entreprise. Sinon, c'est plus de l'OKR, c'est du pilotage par KPI.
Donc, c'est plutôt des objectifs de transformation. On veut lancer un nouveau produit, on veut transformer la manière dont on travaille en interne, par exemple. Voilà, et ça, vous pouvez le faire effectivement dans un cycle de 6 mois. Vous pouvez le faire en cours d'année. Hein, si vous avez loupé la porte d'entrée du début de l'année, c'est pas un problème. Vous pouvez dire, on a commencé la stratégie, et bien peut-être sur le deuxième semestre, on va un peu en profiter pour rebooster les choses, pour faire en sorte que les résultats soient meilleurs à la fin de l'année, et puis peut-être affiner et animer les choses différemment. On a des clients qui l'ont fait, c'est plutôt pas mal d'ailleurs de le faire en fin d'année. Ça met moins de pression sur qu'est-ce qu'on fait. La question, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie, ça a déjà été répondu, on est plutôt sur l'exécution. C'est pour ça pour lequel les OKR sont particulièrement puissants en termes de dynamique humaine. Voilà, c'était les quatre initiatives. Hein. Donc, en résumé, et avant de regarder si vous avez des questions, c'est bien choisir ses batailles en 2023 pour être le business partner, avec des choses a priori que moi j'ai mis dans la case oui et d'autres dans la case non. Mais c'est votre cocktail, votre sauce qu'il faut faire par rapport à ça, en fonction de votre contexte, de votre secteur, etc. C'est quand même d'avoir un mindset par rapport à cette dynamique d'être un business partner rapidement qui va toucher toute l'entreprise, ou typique. Pour revenir sur le typiquement, c'est d'adresser les besoins des populations terrain, y compris les non connectés, qui sont souvent un petit peu sous-accompagnés en termes de process. Et là, il y a vraiment un sujet, parce que c'est là où souvent ça fait la différence en termes d'impact business très, très concret. De penser management toujours et encore, mais management opérationnel, comme on l'a vu, comment je développe mes compétences, comment je déploie la stratégie, puis d'être technophile, parce que ça vous permet d'aller à l'échelle. Et aussi, c'est pas simplement, consolider de la data, c'est quelque part mettre sur l'écran des bonnes pratiques, les diffuser, les infuser, pour pouvoir faire en sorte, avec les données en plus, d'accélérer l'appropriation. Donc, vous avez, dans votre panier, on va dire ça comme ça, vous avez 4 initiatives. Je ne vais pas revenir, mais c'est vraiment des initiatives très business partner, bien entendu. Je ne recommande pas forcément de les mettre toutes les 4 d'un seul coup en place, peut-être un phasage, mais elles sont chacune très réalistes, pragmatiques, assez faciles finalement à faire. Peut-être la plus délicate, c'est celle des OKR, parce que effectivement, là, il faut vraiment se connecter avec la gouvernance, on va dire, stratégique de l'entreprise. Mais si on s'y prend bien et de manière concrète, on l'a déjà fait, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, ça fait, et vous en avez certainement d'autres. Je serais ravi de discuter si vous les partagez. Et justement, pour la suite, je vous propose de continuer à échanger, quoi qu'il arrive, après avoir regardé vos questions, de participer quelque part à l'essor de cette management tech. Alors, qu'est-ce que c'est la management tech ? Eh bien, je vous fais référence à un certain nombre d'articles que j'ai écrits qu'on a écrit avec Zest sur ce sujet-là. En gros, c'est tout simple. C'est le constat que au moins 10% de l'ensemble des travailleurs ont un rôle de management, de manager, qui soit tout en haut ou tout en bas de la pyramide. Et quand on regarde les technologies qui sont en fait vraiment pour faire ce formidable rôle ou métier de manager, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses pour faire la RH, il y a des choses pour faire la finance, il y a des choses pour faire la supply chain, il y a des choses pour, etc. Mais management, il n'y avait pas. Et donc, on a créé la Management Tech. Et donc, le Management Tech Show, c'est un peu aussi ma contribution pour créer une prise de conscience, pour vous aider, vous les RH en particulier, à être les partenaires de cette population. Vraiment, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire de Zest avec Jean-Marc Perronne, qui est le DRH du groupe Chantel. Et c'est assez extraordinaire ce qu'ils ont fait depuis quelques années en interne, et on a le grand honneur et plaisir de le faire avec eux sur la culture d'entreprise et la transparence. Voilà. Vous allez en particulier comprendre que l'anonymat pour les questionnaires, pour les sondages, pour les enquêtes RH, c'est pas la seule façon de faire les choses, et on peut être beaucoup plus ambitieux, on va dire ça comme ça, bien entendu, et c'est beaucoup plus cohérent quand on a une culture et une ambition de transparence. Donc, le 12 mars à 11h30, restons connectés via LinkedIn, n'hésitez pas. J'ai un post d'ailleurs sur bien choisir ses batailles que j'ai fait ce matin. N'hésitez pas à réagir dessus si vous ne l'avez pas fait maintenant. Et puis, bientôt, la Management Tech Show prendra vraiment son envol, entre guillemets, avec certainement une chaîne YouTube où on pourra échanger, et vous aurez un peu toutes ces interventions. Et puis, pour Zest,
N'hésitez pas vraiment, passez à l'étape d'après, appelez, prenez contact avec Wagan ou n'importe qui chez Zest pour avoir un échange plus personnalisé et une démo plus personnalisée. Voilà, c'était ce Management Tech Show un petit peu spécial sur le rôle de business partner de la RH avec cette ambition que je pense, après coup, vous semble peut-être plus réaliste. Ça ne veut pas dire que c'est facile d'obtenir, en tout cas d'améliorer pour cette année 2023. Merci à vous. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Alors, désolé, je ne l'ai pas fait en live. Alors, Yannick qui pose une question sur l'importance des évaluations mensuelles. Alors, vous voyez, Yannick, il y a quelque chose qui abrasive un petit peu, vous voyez, quand on parle d'évaluation mensuelle. Moi, ce qui m'intéresse, je pense que ce qui serait mieux, c'est de parler d'accompagnement mensuel, vous voyez, et pas que d'évaluation. On met trop d'importance sur le terme évaluation. L'évaluation n'a qu'un but, c'est d'aider à progresser, pour baliser où est-ce qu'on en est, etc. Alors, pour la rémunération, ça peut être un exercice, mais ça, on n'a pas besoin de le faire tout le temps. Et sur les compétences, en général, non. Donc, voilà, juste terminologie, si vous êtes d'accord, participez à dire plutôt accompagnement mensuel que évaluation mensuelle, voilà, ou point mensuel, comme vous voulez. Et merci pour ce témoignage derrière qui montre que les bénéfices de ce rendez-vous, de cette fréquence aussi, et de cette posture que vous avez décrite, de transparence, de feedback, d'amélioration, eh bien, ça fonctionne et ça répond aux attentes des collaborateurs. Donc, je vois qu'Yannick répond. N'hésitez pas, pour les autres, si vous avez des questions, de toute façon, ou réactions. Voilà, c'était Management Tech Show. L'idée, c'est que dans Management Tech Show, on puisse effectivement se faire un petit peu plaisir, avoir un peu un ton un petit peu différent que quand je prends la parole un peu de manière très officielle aussi, ou pas officielle, on va dire, en tout cas par rapport à Zest. Donc, ça sera aussi un moyen de secouer le cocotier, entre guillemets, de temps en temps, et se faire plaisir. Il y aura des invités, il y aura des prises de parole. Voilà, l'idée n'est pas que ça soit, bien entendu, que David Diocho, qui soit un peu un activiste de la Management Tech. J'espère que vous le saurez dans vos organisations et on sera ravis de vous aider avec toutes les équipes Zest. Merci, bonne journée et à très bientôt sur le prochain événement Management Tech Show ou Zest. Au revoir.